donc, je résume un petit peu ce qu'on a vu là depuis ce matin. On a donc étudié une nouvelle forme de calcul de l'interpolation polynomiale à l'aide de l'algorithme d'Aitken. Donc, l'algorithme d'Aitken, comme vous l'avez bien vu, c'est un algorithme qui permet de construire, d'évaluer un polynôme en un point x, donc un polynôme de degré n, à partir de deux polynômes de degré n-1. D'accord? Et donc, de manière récurrente, chaque polynôme de degré n-1 est à son tour évalué à partir de deux polynômes de degré n-2. Et chaque polynôme de degré n-2 est à son tour évalué à partir de deux polynômes de degré n-3, etc., etc. C'est ce qui nous permet, en fin de compte, de construire un polynôme de n'importe quel degré en travaillant avec un tableau, d'accord, dans lequel on a initialement les points d'abscisse, les ordonnées, d'accord. Donc, dans les deux premières colonnes du tableau, on va avoir les points d'abscisse et les ordonnées. Et au fur et à mesure que l'on va remplir les colonnes de ce tableau-là, on va obtenir la valeur du polynôme au point x qui nous intéresse, avec des polynômes qui vont aller de degré en degré jusqu'à aboutir au polynôme final. Voilà. Ce qui fait donc qu'on va se retrouver avec quoi? Si on regarde maintenant le tableau et on regarde la fonction MATLAB qui permet de construire ce polynôme avec la méthode d'Aitken. Donc, on démarre toujours avec, bien sûr, le point sur lequel on veut évaluer notre polynôme, donc le point x ici, les points de colocation, donc x et y ici, qui sont donc les points de colocation, donc les données du problème, points de colocation, je vais le marquer là. Point de colocation. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait en fin de compte dans cette fonction? Alors, la première des choses que l'on fait dans cette fonction, c'est qu'on prélève donc une variable ici qu'on appelle n et qui est égale à length de x moins 1. Donc, ce n qui est ici, il correspond à quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, là, parmi vous? Degré, monsieur. Exactement. Puisqu'en fin de compte, dans le vecteur grand X et le vecteur grand Y, je vais avoir n plus 1 point. Donc, length de X vaudra n plus 1, moins 1, j'aurai donc n, qui est donc le degré de mon polynôme. Qu'est-ce que je fais? For I égale à 1 jusqu'à n plus 1. D'accord? Pour I égale à 1 jusqu'à n plus 1, qu'est-ce que je fais? Je construis la première colonne. Je remplis la première colonne T de I, virgule 1, donc numéro de ligne, virgule numéro de colonne, colonne numéro 1, égale à YI. C'est-à-dire que je prends tous les éléments qui sont dans ce vecteur Y, d'accord? Et je viens les mettre ici. Donc, je vais mettre le Y0, le Y1, le Y2, le Y3, le Y4, etc. Donc, je viens remplir cette colonne-là. D'accord?
Donc, pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1, je viens remplir cette colonne-là. Après, qu'est-ce que je fais? Après, je vais avoir une double boucle ici. Une boucle sur j, une boucle sur i. For i égale à j jusqu'à n plus 1. Qu'est-ce que je fais? Je fais un calcul ici. Je fais num égale à xi, x de i moins x, que multiplie t de i moins 1, j moins 1, moins x de i moins j plus 1 moins x, que multiplie t de i de j moins 1. Et dans t de i et j, je prends donc ce résultat-là et je le divise par xi moins x de i moins j plus 1. Donc, ça veut dire quoi? Si on prend un peu de hauteur sur cette fonction. Vous voyez bien qu'à chaque fois, je vais venir remplir une case ici qui est indexée par i et j. Donc, un numéro de ligne et un numéro de colonne. Alors, je vais toujours, bien sûr, donc ici, par exemple, on va prendre j égale à 2. Donc, j égale à 2, ça veut dire qu'au fait, je vais m'intéresser à cette colonne-là. Donc, dans cette colonne-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de la ligne j jusqu'à n plus 1. Et comment je vais remplir ces lignes-là? Ben, je vais tout simplement appliquer Heiken. Je vais donc faire x de i moins x. X, c'est toujours le point pour lequel je veux évaluer mon polynôme, que multiplie t de i moins 1. Donc, quand je calcule ça, je me sers de ça. Vous voyez bien le i moins 1, ça veut dire que je recule d'une ligne, j moins 1 et d'une colonne. Donc, ça veut dire que je viens prendre ce point-là, t de i moins 1, j moins 1. D'accord? Je le multiplie par xi moins x. Et enfin, je prends t de i et de j moins 1. Donc, ça veut dire que je prends le point qui est ici, t de i et de j moins 1. Je le multiplie par x de i moins j plus 1 moins x. D'accord? Je soustrais l'un de l'autre. J'obtiens num. Et ce num-là, je le divise par x de i moins x de i moins j plus 1. Et je stocke ça dans t de ij. Donc, en fait, je le stocke ici. Et je refais pareil, le même calcul. Je vais chercher ce point, je vais chercher ce point et je calcule ce nouveau point. De nouveau, je vais chercher ce point, je vais chercher ce point et je calcule ce nouveau point. Et pareil, je vais chercher ce point, je vais chercher ce point et je calcule ce nouveau point. Ça veut dire que quand je suis arrivé à n plus 1, ici, j'ai terminé de remplir cette colonne. Qu'est-ce que je fais après? Je passe à la colonne d'après. C'est le J que vous avez ici. Donc, je sors de cette boucle interne, je repars sur la boucle externe et j'avance d'un cran. Je viens là et de nouveau ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends ce que j'ai sur cette ligne, je prends ce que j'ai sur cette ligne et je calcule la nouvelle valeur que je dois mettre dans cette case. Je descends d'un cran, je prends ce que j'ai sur cette ligne, je prends ce que j'ai sur cette ligne et je calcule la nouvelle valeur. Et je refais pareil jusqu'à remplir toute cette colonne. Une fois que j'ai rempli cette colonne, ben je passe à la colonne d'après, etc., etc. Voilà ce que vous avez ici dans la fonction de Aitken écrite en langage MATLAB. Alors, ce que l'on va faire pour un peu consolider les choses, c'est qu'on va s'attaquer à un petit exercice où on va justement donc utiliser
cette technique de calcul de polynôme d'Aitken. Et je vous propose donc de faire l'exercice, alors que je remette la main dessus. Voilà, je vous propose de faire cet exercice-là. Donc, où on considère une fonction f de x compose égale à x sinus x avec, pour domaine de définition, 0 pi. D'accord? Donc, on considère la fonction f de x égale à x sinus x sur 0 pi et on cherche à approximer l'intégrale de 0 à pi de f de x d de x à l'aide d'interpolation polynomiale. Donc, la première question, on vous demande de tracer approximativement le graphe de f de x sur 0 pi. Ensuite, on vous demande de déterminer deux polynômes. Le premier polynôme qui passe par ces deux points et le deuxième polynôme qui passe par ces deux autres points. On vous demande par la suite de calculer les intégrales i indice 1 du premier polynôme et i indice 2 du deuxième polynôme. Et à la quatrième question, on vous demande de vous servir de la récurrence d'Aitken pour déterminer le polynôme p de x qui passe par les points 1, 2 et 3. Et en fin de compte, on vous demande de calculer l'intégrale I3 et de vérifier que I3 vaut pi sur 6, f de 0 plus 4 fois f de pi sur 2 plus f de pi. On vous demande par la suite de déterminer laquelle des deux approches approxime le mieux l'intervalle, l'intégrale I. Justifiez votre réponse en procédant au calcul exact de I. Voilà. Donc, je vous propose que l'on fasse ensemble cet exercice-là. Et donc, la première des choses à commencer par faire, c'est déjà de tracer approximativement le graphe de f de x sur 0 pi, sachant que, ça c'est une donnée qu'on vous donne, sachant que f' de 2 est à peu près égal à 0. Donc, première question. Première question. On vous demande de tracer un graphe. Donc, le graphe de quoi? Le graphe de la fonction f de x égale à x que multiplie le sinus de x sur l'intervalle 0 pi. 0 pi. Voilà. Donc, on vous demande le graphe de cette fonction. Graphe. Donc, comment vous avez l'habitude de procéder? Quand on vous demande de tracer le graphe d'une fonction, qu'est-ce que vous avez comme réflexe de faire? Trouver les variations. Voilà, vous avez comme réflexe de faire quoi? De dresser le tableau de variation de la fonction et ensuite calculer la dérivée. Oui, voilà un peu ce que vous avez l'habitude de faire. Mais ce n'est pas ce que je vous demande là de faire. Je vous demande de tracer le graphe et je vous donne comme information que la dérivée au point 2, elle est à peu près égale à 0. Ça veut dire qu'en fait, quand je vous demande, moi, de tracer un graphe,
je vous demande de me tracer quelque chose d'approximatif pour qu'on ait un peu une idée de ce sur quoi on travaille. Donc, comment je vais tracer un graphe comme ça approximativement, sans faire le calcul de la dérivée, de faire le tableau de variation, etc. Monsieur, on calcule les images de 0 et P. Alors, c'est tout à fait ça. Je vais déjà, dans un premier temps, effectivement, je vais déjà calculer, comme vous dites, les images de 0 et de pi. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà, je sais que ma fonction, elle va démarrer de 0, 0, de ce point-là. Et en pi, qu'est-ce qu'elle va valoir? Dérivé, monsieur? En pi, que vaut f de pi? F de pi, ça vaut pi. Non. Non, ça vaut 0, pardon. Exactement, ça vaut 0. Voilà, ça vaut 0. Et donc, on vous dit que dans l'énoncé, au point 2, c'est-à-dire approximativement ici, au point 2, la dérivée est nulle. Ça veut dire qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce que je vais avoir au point 2? Si la dérivée est nulle. On va avoir un minimum ou un maximum. Très bien. On va donc avoir un extrémum. D'accord? On va avoir un extrémum, c'est-à-dire ou un minimum ou un maximum. D'après vous, est-ce qu'on va avoir un maximum ou un minimum? Un maximum. Pourquoi? En fait, monsieur, il faut calculer. Non, sans rien calculer. Juste en réfléchissant. Mais monsieur, la fonction va commencer par 0, il va finir par 0, parce que l'image de 0, c'est 0, et l'image de pi, c'est 0. Très Non, bien. c'est juste F de monsieur. Pourquoi ça va faire quelque chose comme ça et pas quelque chose comme ça? Il faut calculer F de 2, monsieur. Faut voir si c'est croissant ou pas. Voilà. Regardez bien votre fonction. C'est quoi? C'est x que multiplie sinus de x. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réfléchissez sans faire de tableau de variation ni quoi que ce soit, vous voyez bien que le sinus x, lui, il est comment, le sinus x? Vous savez tous le tracer sur 0 pi. Il a quelle forme? Sinusoïdal. Il a une forme. Sinusoïdal, monsieur. Oui. Donc, il a la forme que je suis en train de tracer ici. Voilà. On va le faire ici, comme ça. Ça, c'est sinus x. Alors, je vais le faire, si vous le permettez, dans une autre couleur. Voilà. Sinus x. Alors, déjà, sinus x, ça présente un maximum en quelle valeur? Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Pi sur 2. Exactement, en pi sur 2. Et en pi sur 2, donc, voilà, en pi sur 2, je sais que, de toute façon, mon sinus x, lui, alors je vais le faire là, comme ça, proprement. Hop. Voilà, je sais qu'en pi sur 2, il vaut combien, mon sinus x? 1. Il vaut 1. Donc, ça veut dire que déjà, juste avec cette information-là, je sais que mon sinus x, ça va être quelque chose qui va faire ça. Voilà. Après, ce sinus x, je dois le multiplier par quoi? Je dois multiplier par x. Donc, x, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une droite à 45 degrés. Ici, x. Voilà. Ça, c'est x. Et ça, c'est sinus x. Donc, vous voyez bien que si je multiplie x par sinus x, je vais forcément déjà avoir une fonction qui, elle, est toujours positive, d'accord? Et qui, en plus, comme elle est toujours positive et qu'elle part de 0 et qu'elle revient à 0, ça veut dire qu'en fin de compte, elle ne peut présenter un maximum et jamais le minimum.
Donc, je vais pouvoir donc la tracer, là, en violet. Je vais donc pouvoir avoir quelque chose qui va, hop, correspondre à ma fonction. Ici, c'est ma fonction f de x. Monsieur, on ne dit pas que f' de 2, c'est c'est le seul extrémum entre 0 et pi. Entre 0 et pi. Ici, on vous dit dans l'énoncé. Ah bon? Sur 0 pi, on vous dit que f' de 2 vaut 0. Oui, mais est-ce qu'on dit que c'est le seul entre 0 et pi qui vaut. Alors, ouais, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est sous-entendu. C'est différent alors. OK? Donc, voilà votre graphe f de x. Alors, ce que je peux très bien faire aussi, puisque vous faites du numérique, rien ne m'empêche d'utiliser ma calculatrice et encore mieux le calculateur MATLAB. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite, MATLAB en ligne. D'ailleurs, vous allez me dire quelles instructions je dois taper pour avoir le graphe de x sinus x. Allez, je vous écoute. C'est vous les profs, moi je suis étudiant. Qu'est-ce que je dois taper? Voilà. Dites-moi ce que je dois taper là dans la fenêtre des commandes. Il va falloir créer une fonction f de x à laquelle on va assigner la valeur x de x. Donc, vous proposez de créer carrément une fonction. Je me demande si on ne peut pas la créer juste avec la ligne de commande sans forcément… Ah, voilà, exactement. Donc, très bien. Donc, forcément qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse référence à cette fonction-là, qui est tout simplement x que multiplie sinus x. Bon, mais il faut quand même que je définisse quoi d'abord? Si je veux un graphe, il faut que je définisse des quoi? Abscisse en données. Exactement. Donc, les abscisses, je vais les appeler x, et x, on me dit qu'il va de où à où? 0 de pi. 0 pi. De 0 à pi. Donc, il va aller de 0. Vous voyez tous ce que j'écris sur mon écran? Oui? Oui. Oui. Donc, de 0. Après, si je vais de 0 à pi, que je veux avoir quelque chose d'assez précis, je prendrai quoi comme pas? Moins 1. Un pas de moins 1. 0, 1. De 0 à 1. Ou quelque chose pour que ça reste dans la proportionnalité de mon intervalle, puisque je vais de 0 à pi. Pi sur 4 ou pi sur. Pi sur 4, ouais. Voilà, exactement. Pi sur 4, pi sur 8, pi sur 10. Donc, si je veux quelque chose de précis, allez, on va dire, je vais prendre pi sur 100. Jusqu'où? Pi. Ben oui, jusqu'à pi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai créé 101 valeurs. Voilà, donc je vais regarder x. Qu'est-ce qu'il vaut x? Il commence en 0, il se termine à pi, et il avance de combien? Il avance de pi sur 100. C'est clair pour tout le monde? Donc là, j'ai déjà 101 points d'abscisse, x. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai plus qu'à faire plot. Plot quoi? Qu'est-ce que je vais mettre dans ce plot? Les abscisses x, virgule quoi? Qui c'est qui peut compléter là? La fonction. Oui, mais donc qu'est-ce que j'écris? X sin x. X sin x. X que multiplie sinus de x. Voilà. Là, basiquement, ce que je devrais taper comme comment. Mais alors, le problème, c'est que si je ne rajoute pas un petit quelque chose, ça ne va pas marcher. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi je suis en train de parler? La fonction dérivée de 2. Non.
Non. Alors, je vois que vous avez oublié ce qu'on avait vu la dernière fois. Faut utiliser le point, monsieur, non? Oui, bravo. C'est exactement ça. Il faut que j'utilise le point ici. Parce que si je ne mets pas le point ici, il va vouloir faire un calcul matriciel. Et quand je fais un calcul matriciel, ça veut dire que je fais des produits scalaires. Et quand je fais des produits scalaires, ça veut dire que je prends toujours des vecteurs colonnes et des vecteurs lignes. Or ici, je n'ai que des vecteurs lignes. X, c'est, vous voyez bien, c'est 101 points sur une ligne. Et sinus X, ben, c'est le sinus de ces points-là. Donc, c'est aussi 101 valeurs. Donc, si je ne mets pas le point, il ne va pas comprendre que je veux multiplier X par sinus X. Il va penser que je veux faire X produit scalaire sinus X. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire là? Jusqu'à présent, ouais. Oui. Bon, très bien. Donc là, je vais faire plot X, X que multiplie sinus X. Et là, ça va marcher impeccablement parce que tout simplement, il a bien compris que ce que je cherche à faire, c'est la multiplication des valeurs qui sont dans le vecteur X avec leur sinus et d'afficher le tout. Vous avez donc cette courbe-là, ici, qui est parfaite et qui est donc le graphe de votre fonction. Donc, rien ne vous empêche, si vous avez à l'examen une question comme ça, de tracer ce graphe avec MATLAB, parce qu'en plus, vous pouvez avoir MATLAB sur votre calculatrice ou votre téléphone mobile, d'accord? Et ensuite de reporter ce graphe sur la feuille. C'est bon? Jusque-là, tout va bien? Monsieur, dans un autre cas, on serait plus judicieux de dériver, dans le cas général, je veux dire. Dans le cas d'un calcul académique classique, oui, je dois faire le calcul d'une dérivée, de voir où elle s'annule, où est-ce qu'elle est positive, où est-ce qu'elle est négative. Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Oui, c'est... Ouais. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de dessiner le graphe d'une fonction à partir de sa définition. Voilà, c'est tout. Et d'utiliser bien sûr un calculateur numérique pour obtenir des résultats. Voilà. Donc voilà en fin de compte le graphe de notre fonction et donc la réponse à notre première question. Très bien. Donc tracer approximativement le graphe de f de x sur 0pi, sachant que f' de 2 est à peu près égal à 0. Et donc vous pouvez d'ailleurs le vérifier autour de 2. Là, hop, on a donc ici un maximum, d'accord? On a donc ici le maximum de notre fonction. Voilà. D'ailleurs, si on réfléchit un petit peu et qu'on regarde, j'ai tracé sinus x, j'ai tracé x, d'accord? Donc, vous comprenez bien que en pi sur 2, j'ai le sinus qui vaut 1 et x, lui, qui vaut pi sur 2. Donc, ça veut dire qu'au fait, en pi sur 2, j'ai tout simplement la valeur de pi sur 2. Après, qu'est-ce qui se passe? Le sinus, lui, il descend. Le x, lui, il continue à monter. Il fait tirer le sinus x vers un maximum, mais il est obligé de redescendre, puisqu'en fin de compte, ça vient retoucher à 0. Donc, juste géométriquement, vous pouvez, en réfléchissant, comprendre pourquoi vous avez cette forme graphique ici. D'accord? Mais malheureusement, à l'école, on vous apprend à tracer des graphes, mais on ne vous invite pas à réfléchir à la géométrie. On vous fait toujours passer par des calculs.
Donc, vous perdez un petit peu le sens de la géométrie. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Très bien. On continue. Alors, tracer approximativement le graphe d'f sur 0 pi, sachant que p égale 0. Donc, ça, c'est terminé. Ensuite, on vous dit de déterminer les deux polynômes Q1x et R1x qui passent respectivement par les points 0, f de 0, pi sur 2, f de pi sur 2, et les deux autres points, pi sur 2, f de pi sur 2, pi, f de pi. Lagrange. On vous demande de déterminer deux polynômes qui sont très simples. Vous avez un premier polynôme qui passe par deux points et un deuxième polynôme qui passe par ces deux autres points. Est-ce que vous pouvez me donner les équations de ce premier polynôme que j'appelle Q1 de x et de ce deuxième polynôme que j'appelle R1 de x? Voilà, j'attends que vous me donniez ces résultats. On va faire la méthode de Lagrange, monsieur. Vous pouvez effectivement utiliser l'interpolation polynomiale de Lagrange pour me donner ces deux polynômes. Vous pouvez utiliser tout simplement… C'est des polynômes d'abord de quel degré? Dans ce cas-là, c'est du degré 3. Alors, non, mais attendez, vous êtes bien réveillé ce matin ou qu'est-ce qui vous arrive? Le polynôme Q indice 1 que je vous demande et le polynôme R indice 1 que je vous demande, ils sont chacun de quel degré? Rien. Degré 1. Exactement, ils sont de degré 1, pourquoi? Parce que chacun On passe… est deux points. Voilà, c'est tout. Donc, je vous demande de me donner l'équation de Q1 de x et de R1 de x. C'est bon, vous avez noté la question? Vous êtes tous en train de voir mon écran. Je viens de tracer deux segments de droite. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça correspond par rapport à l'énoncé?
Je vous écoute. À quoi correspond cette première droite ici et à quoi correspond cette deuxième droite ici par rapport à l'énoncé, si je regarde l'énoncé. Allez-y, je vous écoute. Réveillez-vous. Il est déjà presque 11 heures là. C'est la dérivée. C'est la dérivée. Vous voulez que je vous tire les oreilles? De quelle dérivée vous me parlez? Là. L'énoncé. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'énoncé? Monsieur, la première c'est Q1 et la deuxième c'est R1. Voilà. Très bien. Voilà. Merci, mademoiselle. La première ici, c'est Q1 de X. Voilà. Et la deuxième, c'est R1 de X. Puisqu'on vous dit que Q1 de X, c'est le polynôme qui passe par 0, 0, pi sur 2, pi sur 2. Et le deuxième, c'est celui qui passe par pi sur 2 et pi 0. Qui ne comprend pas ce qu'on est en train de faire? Vous pourriez remontrer l'écran MATLAB? Oui, je vous le montre, il est là. Qu'est-ce que vous voulez voir de particulier? Non, simplement la syntaxe pour l'affichage du graphique. Très bien. Donc, vous voulez que je remonte? Non, c'est bon, j'ai pris en note. OK. Alors, donc on vous demande de trouver les équations de ces deux polynômes, donc de celui-ci et de celui-ci. Qui a trouvé quelque chose? Que vaut Q1 de X et que vaut R1 de X? Allez-y, je vous écoute. Q1 de X, il est, on ne peut pas faire plus simple. Bah, on a 2 points pour chacune des fonctions. Oui, Donc, il est logique d'avoir une fonction linéaire oui, pour chacune des fonctions. oui, On fait Q1 de X est égal à X moins 0 facteur de X moins pi sur 2 mhm. divisé par quoi déjà? Divisé par c'est quoi le fond? Bon. Jeune homme, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis d'accord avec vous. C'est pas que je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Ouais. Sauf que c'est un peu comme si je vous disais, c'est un peu comme si je vous disais, comment vous faites pour aller de Paris à Cergy? Voilà, imaginons que je vous pose la question, vous me répondez, vous me dites, voilà, alors moi quand je vais de Paris à Cergy, voilà ce que je fais, monsieur, je vais à Saint-Lazare, de Saint-Lazare, je vais à à Trouville. De Trouville, je redescends vers non, je pars à Saint-Dizier là en Lorraine
et de Saint-Dizier, je repasse par Strasbourg, et après, en fin de compte, je viens à Cergy. Ouais, c'est long. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est long. Vous me dites, alors que c'est super simple. Q1 de X, c'est super simple. Ouais, c'est Y est égal à X, en fait. Exactement. Ouais. C'est Y égal à X. C'est presque ça. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que ça vaut? Y égal à X, c'est un coefficient près. Un coefficient près. Un X, on va dire. Donc, Q1 de X, il est tout simplement égal à, vous l'avez dit là à l'instant. Ouais, donc c'est AX. Et ce A, il vaut combien? A, je sais pas, 5 divisé par. Pourquoi 5? Bah, on prend deux points. On prend un point. D'accord, mais vous êtes d'accord que Q1, alors vas-y, Monsieur. par vous-même. Q1 de 0, il vaut combien? 0. Ok, très bien. Ensuite, l'autre point, c'est lequel? C'est quoi l'abscisse de l'autre point? C'est pi demi. Pi sur 2. Très bien. Alors, que vaut Q1 de, comme dirait notre camarade, pi demi ou pi sur 2? Voilà, il vaut combien? Ça vaut combien? Q indice 1 de pi sur 2. D'après le graphique, 5, je crois. D'après le. Non, c'est coupé, mais c'est 1,5. 1,5, pardon, excusez-moi. Ouais, j'ai mal lu. Non, mais c'est coupé, c'est pour ça. Ouais. Moi aussi, Ouais. au début, je croyais que c'était 5. Non, mais attendez, mais j'ai l'impression de rêver là avec vous là ce matin. Le point là, ce point, c'est un point de la courbe, vous êtes d'accord? Bon, alors si c'est un point de la courbe, ça veut dire que Q1 de pi sur 2, il est égal à f, notre fonction, de pi sur 2. Ouais, donc c'est pi sur 2, ouais. Donc ça vaut combien? Pi sur 2, monsieur. Voilà, donc ça vaut pi sur 2. Donc, ça vaut Q1 de 0 vaut 0, Q1 de pi sur 2 vaut pi sur 2. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Que Q1 de x vaut... X. Voilà. C'est tout. C'est tout. X. C'est tout. On ne vous demande pas d'aller sur la Lune avec un vélo. Voilà. On vous demande juste de réfléchir. Alors maintenant, que vaut R indice 1 de X? Alors, soit je réfléchis, je me dis, bon, bah, c'est rien, R1 indice 1 de X, c'est un polynôme qui passe par le point pi 0 et pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Donc, soit je le fais comme j'ai l'habitude de calculer, comme on m'a appris à l'école, soit carrément, à la limite, j'applique carrément l'interpolation polynomiale que j'ai appris, qu'on a vu, et on peut l'appliquer, l'interpolation polynomiale pour calculer ce R1 de X. On peut l'appliquer exactement comme on l'a vu dans le cours. Vous voulez qu'on l'applique, celle qu'on a vue dans le cours? Allons-y. Alors, c'est parti. Alors, ce R1 de X, vous êtes d'accord qu'il passe par 2 points. D'accord? On va les noter. Le point X indice 0, Y indice 0. Donc, ce premier point, c'est quoi? C'est pi sur 2. Et combien? Combien? Ce point-là. Pi sur 2. Voilà. Pi sur 2. Ils sont endormis ce matin. C'est incroyable. Voilà. Et le deuxième,
X indice 1 et Y indice 1, c'est quoi comme point le deuxième? 0 pi. Voilà. 0, 0 pi. Vous êtes sûr? Puis, zéro. Voilà. Pi 0. C'est pas 0 pi. C'est pi. Pardon, excusez-moi. Je vous explique. Pi 0. Voilà le deuxième point. Bon. Alors. Donc maintenant, si je veux utiliser la construction à base des polynômes de Lagrange, donc j'ai un polynôme de degré 1, d'accord? Je vais donc utiliser deux polynômes de degré 1 de Lagrange que je vais pondérer avec les ordonnées. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? On va le faire ici, en détail. Hop. Je vais donc écrire R indice 1 de X. Voilà. R indice 1 de X égale. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici Y indice 0 que multiplie X0, X indice 0, moins X indice 1. Et au numérateur, X moins X indice 1. OK? Quelqu'un peut compléter? Plus quoi? Plus Y1 Voilà, plus Y indice 1, fois fois quoi? X1 X1 au dénominateur moins quoi? moins X0 Voilà. Et au numérateur, qu'est-ce que je vais avoir? X moins, Allez-y. X moins 0. Non, c'est pas X moins 0. X moins X0, monsieur. C'est 0. Voilà, c'est X moins X0. Ah X oui. moins X0. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je remplace. Donc ça, c'est égal à quoi? Y0, il vaut combien? Pi sur 2. Je l'écris, pi sur 2. Pi sur 2. Voilà. Je veux dire, c'est une équation là que je demande à un lycéen qui est en classe de 3e, il va me la donner. X moins X1. Que vaut X1? Ça vaut pi. OK? Donc, pi sur 2 que multiplie, donc, alors je vais prendre un dénominateur ici, X, là, moins X indice 1, c'est-à-dire pi. X moins pi. Voilà, hop. Et au dénominateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai X indice 0, donc pi sur 2, moins X indice 1. Donc j'ai pi sur 2 moins pi sur 2. Pi sur 2 moins pi sur 2. 0. Pi sur 2 moins pi, pardon. Ça fait combien? Moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Voilà. Donc ici, j'ai au dénominateur moins pi sur 2. Pi sur 2. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Toute cette quantité-là, qu'est-ce qu'elle vaudra? Puisqu'ici, j'ai Y1 qui vaut 0. Donc, toute cette quantité-là, elle vaudra 0. 0. Ça vaudra 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant ici? Il me reste, en définitif, on va le faire là, comme ça, hop, il me reste en définitif R indice 1 de X qui vaut quoi? Ben, X moins pi divisé par moins pi sur 2. Donc, ça fait X moins pi
multiplié par 2 sur pi. D'accord? Donc, du coup, si c'est multiplié par 2 sur pi, ça veut dire que je vais avoir un 2 qui va se simplifier avec celui-ci, et je vais avoir le pi qui est ici qui va se simplifier avec celui-ci. Et comme j'ai un moins, donc du coup, je vais me retrouver avec R indice 1 de x qui vaut pi moins x. Voilà. Mais en réalité, ce pi moins x, je n'avais pas besoin de passer par Champigny, par là, avant d'arriver. J'aurais pu le trouver très facilement. Pourquoi? Parce que je dis, voilà, R1x, il passe en pi sur 2, il doit valoir pi sur 2. Donc, je me dis, bon, voilà, ça veut dire que j'ai quelque chose. Déjà, j'ai une pente qui est négative. D'accord? Et comment je calcule la pente d'une droite? Delta y sur delta x. Vous voyez bien que ici, vous avez forcément une pente qui vaut moins 1, puisque quand je passe d'ici à ici, je suis descendu de pi sur 2 et j'ai avancé de pi sur 2. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai fait pi sur 2 divisé par pi sur 2, ça fait 1 en descente. Donc, ça fait moins 1. Donc, le moins x qui est ici, celui-là, d'office, vous auriez pu l'écrire. Après, comment je fais pour compléter? Ben, je me dis, c'est pas compliqué. Je sais qu'en pi sur 2, ça vaut pi sur 2. Et en 0, et en pi, ça vaut 0. Donc, forcément, je vais avoir pi. Donc, ça fait en fin de compte R indice 1 de x égale à pi moins x. C'est bon, on continue? Bon. C'est bon. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande par la suite? On nous dit, voilà, calculer, alors on vous demande de calculer 2 intégrales. Une première intégrale I indice 1 et une deuxième intégrale I indice 2. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes capable de me calculer ces 2 intégrales et de vérifier, que I1 plus I2, ben, c'est en fin de compte pi sur 4 que multiplie f de 0 plus 2 fois f de pi sur 2 plus f de pi. Alors, allez, faites dites-moi ce que vous avez trouvé pour I indice 1 et I indice 2. Donc là aussi, si on réfléchit un petit peu, alors, si on réfléchit un petit peu, I indice 1, d'accord, I indice 1, ça correspondrait à la surface de quoi? I indice 1. Voilà. Je vais même vous aider encore un petit peu. Voilà. Hop. À l'air qui est sous la droite. Voilà. Vous pouvez me dire à quoi ça correspond maintenant que j'ai terminé mon dessin là? I indice 1. À l'air qui se trouve sous la droite entre 0 et pi sur 2. D'accord. Est-ce que vous pouvez être plus précis mais, par rapport au dessin là que vous avez devant les yeux? Dans le triangle de gauche. Voilà, exactement. Donc, en fin de compte, le I1 qu'on vous demande correspond à cette surface-là. Oui? Oui.
Très bien. Donc, vous pouvez me la calculer sans faire de calcul super compliqué. Bah, on va faire la base fois la hauteur divisée par 2, on va pas s'embêter. Voilà, exactement. Voilà, on ne va pas s'embêter. On va me faire base fois hauteur divisé par 2. Ce qui nous donne donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Donc, base fois hauteur divisé par 2 pour, en fin de compte, trouver la surface de ce triangle-là. Donc, la base, elle vaut combien? C'est pi carré sur 8. Alors, la base, elle vaut pi sur 2. La hauteur, elle vaut pi sur 2. Donc, ça fait pi carré sur 4 divisé par 2, pi carré sur 8. Vous voyez, pas besoin de calcul savant, ni quoi que ce soit. Monsieur, aussi l'intégrale de Q1 est très simple parce que Q1, c'est X. Oui, l'intégrale, comme Q1 de x égale à x, donc l'intégrale, c'est un demi de x carré que je prends entre 0 et pi sur 2. Oui, c'est très simple. Voilà, exactement. Vous pouvez aussi le faire comme ça, mais vous pouvez aussi le faire géométriquement. D'accord? Mais si vous voulez faire le calcul intégral, c'est très facile. Par contre, c'est un peu moins facile avec R1x. D'accord? Mais R1x, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de sa surface? Ça correspond à quelle surface par rapport à la figure là? Ça va être la même surface que celle qui est couverte par l'intégrale de Q1x. Exactement. Donc, ça veut dire que je vais trouver quoi en définitif? Si on regarde. La même R, mais en négatif. La même R, mais en négatif. Pourquoi vous voulez qu'elle soit négative? Non, pardon, excusez-moi, c'est une bêtise aussi. Elle n'est pas. Je suis d'accord. À la limite, vous me dites que c'est une R négative. Si j'étais dans le tronçon négatif du repère, d'accord? Ça reste une R algébrique, mais là, elle est positive. Donc, en fin de compte, I1, c'est pi carré sur 8 et I2, c'est pi carré sur 8. D'accord? Et en fin de compte, I1 plus I2, ben, c'est pi carré sur 4. Donc, vous pouvez très, très facilement vérifier que si vous regardez, voilà, la surface de ce triangle-là, c'est pi carré sur 4. Voilà, la surface, pi carré sur 4. OK. Alors, juste en train de voir. Il y a plusieurs participants, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui participent réellement. OK. Alors, donc, pi carré sur 4. Donc, ce pi carré sur 4, on nous demande de vérifier que c'est tout simplement f de 0. Bon, de toute façon, f de 0, c'est 0. F de pi sur 2, c'est pi sur 2. Donc, 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Très simple à vérifier. Et f de pi vaut 0. Donc, je vois bien qu'effectivement, j'ai tout simplement I1 plus I2 qui vaut bien pi sur 4 de f de 0 plus 2f de pi sur 2 plus f de pi. OK. Donc, ce qu'on verra plus tard, c'est que cette approximation qu'on est en train de faire, en fait, on est en train d'approximer l'aire de la courbe, l'aire de la surface en dessous de la courbe par celle de ce triangle que j'ai dessiné ici. OK. Alors maintenant, on rentre un peu plus dans des considérations un peu plus liées au cours d'aujourd'hui et on vous demande
à l'aide de la récurrence d'Aitken, déterminer le polynôme P de x qui passe par les points 0f0, pi sur 2, f de pi sur 2, pi, f de pi. Donc, par les points 0, 0, par le point pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2, voilà. Et enfin, par le point pi 0. Pi et 0. OK. Donc, ce P2 de x, pour que je puisse le déterminer, vous allez avoir besoin de quelle formule? Là, je vous pose la question. Vous allez avoir besoin de la formule qu'on a vue en cours ce matin. Je vais donc vous montrer cette formule-là. Elle est là. Voilà. De toute façon, vous avez droit au cours. Vous n'avez rien à apprendre par cœur. Donc, je vais la reprendre. La formule, elle est là. Voilà la formule. Donc, la formule, hop, on va zoomer dessus. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir adapter cette formule au cas de notre exercice. D'accord? Donc, dans notre exercice, donc là, je vais vous demander quand même de me dicter ce que je dois écrire. Donc, dans notre exercice à nous, donc je vais prendre une nouvelle page. Voilà. Donc, dans notre exercice à nous, on a quoi? On a 3 points. On a 3 points. On a donc x indice 0, x indice 1 et x indice 2. D'accord? Donc, si maintenant je veux appliquer cette formule-là d'Aitken à notre exercice, sachant que nous, dans notre exercice, on a vu que on avait un polynôme qui passait par x0, x1 et qu'on a appelé comment? Q indice 1 de x. Voilà. Et on avait donc un second polynôme qui passe lui par 1 et 2 et qu'on a appelé comment? R1. Exactement, R, indice 1, 2. Alors, à partir de là, comment je peux écrire le polynôme qui passe par ces 3 points en utilisant la formule d'Aitken? Qu'est-ce que je peux dire? Je vais dire que P2 de x il est égal à quoi? Je vous écoute. x2 moins x. Alors, x, très bien. x2 moins x, x indice 2 moins x. Fois le polynôme Q1. Oui, c'est ça. Fois le polynôme, lequel? Q1. Exactement, Q1. Donc ici, je vais avoir ici Q1 de x. Q1 de 1 de x. Très bien. Je continue. Moins Moins quoi? x0 moins x. Exactement. Moins x0 moins x.
fois le polynôme R1 de X. Exactement. Moins x0 moins x. Voilà. Il y a tout Sur simplement moins 0. Voilà, exactement. R1 de x ici. Hop. 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 Voilà. Diviser le tout par x2 moins x0. X indice 2 moins x indice 0. Très bien. Donc, si on fait tout le calcul, et je vous invite à le faire, vous allez trouver combien? Allez, je vous écoute. Faites-le. Donc, le x indice 2, je vais le remplacer par quoi? Par pi, monsieur? Ben oui. Donc, je vais avoir pi, Pi moins x, facteur, voilà, pi moins x, exactement. facteur de x. Dans ce cas-là. Exactement. Moins du coup 0. Moins x fois. Attends, moins x0, donc moins 0, fois moins 0 moins x, entre parenthèses. Donc, je vais avoir ici 0, 0. ça fait moins x, et comme j'ai un moins devant, ça fait plus. Voilà. Donc, ça fait plus x facteur De pi moins x. exactement, de pi moins x. Le tout sur pi. Et le tout, effectivement, sur pi. Voilà. OK, on peut un peu simplifier. Alors, donc on va avoir px moins x au carré plus px moins x au carré. Donc, ça fait combien tout ça? Ça fait 2 fois pi moins x fois x. Donc ça fait. Ah, déjà, on a 2 fois, monsieur. Oui. Oui, monsieur, c'est 2x fois pi moins x. Comment? Combien? Ça, c'est combien? Ça fait 2x fois pi moins x. 2x fois pi moins x. Divisé par quoi? Divisé par pi, monsieur. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Divisé par pi. Et je vérifie bien que, effectivement, ce polynôme-là passe bien par 0, 0, puisque en x égale à 0, ben, il vaudra 0. En x égale à pi sur 2, ben, je vais avoir pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2, que multiplie pi sur 2, ça fait pi sur 4, et comme j'ai un 2, ça fait pi sur 2, pi carré sur 2, et comme j'ai un pi, ça fait pi sur 2, et enfin en x égale à pi, il vaudra 0. Donc j'ai bien maintenant un P2 de x qui passe tout simplement par, on l'a enlevé, qui passe par les 3 points, mais on les a toujours sur MATLAB. On va revenir à MATLAB. Voilà, tac. Qui passe donc par nos 3 points.
Donc, on a maintenant, donc on a maintenant un polynôme. On a expliqué, donc, avec tout ce qu'on a expliqué là, on va dire l'histoire là de la publicité, que cette histoire est pour quel type de postulat. Monsieur? Attendez, juste je termine juste je complète ce schéma-là parce que je l'ai déformé quand j'ai agrandi la figure. J'aime pas déformer le schéma. Voilà. Voilà, hop. Bon, c'est pas. Attendez. C'est pas grave, je vais juste. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on pourra revenir sur l'algorithme? Juste, voilà, j'ai compris comment il fonctionnait dans les grandes lignes, mais si vous pouviez détailler ligne par ligne à quoi ça sert, j'en serais ravi, s'il vous plaît. Ce sera 2. Voilà. Donc, à l'algorithme de quoi? d'Aitken? C'est ça. Comment Oui, sur l'algorithme. Comment on l'a construit? Non, juste une explication du fonctionnement de l'algorithme. Je me souviens, j'ai bien compris le système de, voilà, on fait d'abord la première ligne, la seconde, et ensuite on construit petit à petit. Mais si Oui. vous pouviez détailler chaque ligne précisément, ce serait top. Alors, donc vous voulez que je discute du tableau? Ou vous Non, voulez- des lignes de code. Des lignes de code. Ah, les lignes de code ici? C'est ça. Ok, pas de problème. Alors, sur les lignes de code, donc, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses que l'on fait, vous voyez, la première boucle que vous avez ici, T désigne ce tableau, d'accord? For i égale à 1 jusqu'à n plus 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc se focaliser sur la colonne 1, donc sur cette colonne-là, et on va donc remplir cette colonne avec les ordonnées des points. Est-ce que ça, c'est clair? C'est clair, compris. Très bien. Donc, une fois que j'ai rempli cette première colonne, je vais maintenant m'intéresser à remplir les autres colonnes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer maintenant à une seconde boucle. Et dans cette seconde boucle, je vais commencer déjà par remplir cette colonne-ci. Donc, cette colonne-ci, vous voyez bien que je vais commencer avec J égale à 2, puisque c'est T de IJ. Donc, je vais prendre J égale à 2, c'est-à-dire que déjà, je fixe la colonne sur laquelle je vais travailler. Et qu'est-ce que je vais faire sur cette colonne-là? Je vais partir de la ligne 2, donc de I égale à J, jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à N plus 1. Ça, c'est clair? C'est clair aussi. Ouais, ça va. Merci. Très bien. Donc, maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je calcule cette valeur sur laquelle j'ai le pointeur de ma souris. D'accord? Pour calculer cette valeur, il va falloir que je récupère la valeur de cette case-là et la valeur de cette case-là. Pour appliquer la formule d'Aitken. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je dois, sur ma table, je dois remonter d'un cran sur la ligne et reculer d'un cran sur la colonne. D'où le I-1, J-1. C'est-à-dire que je pars d'ici, je remonte d'un cran là et je recule d'un cran ici pour récupérer ce point. C'est le I-1, J-1 qui est ici. Ça, c'est clair? C'est compris. Très bien. Alors, pour pouvoir construire cette valeur-là, j'ai besoin de celle-là, mais j'ai également besoin de celle-là. Celle-là, comment j'y accède? Ben, j'y accède en restant sur la même ligne, mais je recule au niveau des colonnes, d'où le IJ-1. D'accord. OK. Donc, ça et ça, c'est OK. Alors, donc si ça et ça, Monsieur? c'est… Oui, C'est le I-J plus 1 qui me dérange, moi. le I-J plus 1, qui est ici. Oui. OK. Très bien. Alors,
pour bien comprendre ça, il faut écrire à côté ici, il faut écrire la formule d'Aitken, mais on va le faire juste avec ce petit exemple que vous avez ici. Ici, qu'est-ce que je fais? Je dois construire le 0, 1. Donc, x0, x1. D'accord? Donc, on va le noter ici. P de x indice 0, x indice 1. Voilà. Donc, celui-ci, je dois l'évaluer en un point x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser la formule d'Aitken. Donc, ici, je vais regarder ma formule là. Elle est ici. D'accord? Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir x indice 1, x indice 1 moins x. Vous êtes d'accord? Là, je vais avoir x indice 1 moins x. Voilà. Que multiplie quoi? Ben, x indice 1 moins x, que multiplie p en x0. C'est-à-dire ici, y0, c'est-à-dire là où j'ai stocké cette valeur. Donc, je vais marquer ici y0. Voilà. Et je vais faire quoi avec ça? Ben, je vais soustraire de ça x indice 0 moins x. Donc, je vais faire moins x indice 0 moins x moins x indice 0 moins x, que multiplie, ben ça multiplie quoi? P en x indice 1 c'est-à-dire ici y1. Le tout divisé par quoi? Ben, le tout divisé par x indice 1 moins x indice 0. Donc ici, x indice 1 moins x indice 0. Voilà. Donc, le t qui est ici et le t qui est ici, ça permet d'accéder à y0 et à y1. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Le x qui est ici et le x qui est ici correspondent au x qui est ici et au x qui est ici. Compris aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à accéder à x indice 1 et x indice 0. Bon. Le x indice 1 et le x indice 0, ils sont où? Ils sont stockés dans mon tableau grand X. Donc, dans mon tableau grand X, voilà, ça c'est mon tableau grand X. Et dans mon tableau grand X, j'ai ici, dans cette case-là, j'ai x indice 0. Et dans cette case-là, j'ai x indice 1. Donc, ça veut dire que ici, x de combien? X de i égale à j, c'est x de 2. C'est le x1 qui est ici, puisque les tableaux sont indexés à partir de 1. 1, 2, 3, etc. 4, 5, 6. D'accord? Le x de i, c'est le x de 2, donc c'est le x1, c'est le x1 qui est ici. Ça, c'est clair? Merci beaucoup, monsieur, c'est compris. Oui. Très bien. Comment maintenant je vais accéder au x indice 0? Ben, je vais prendre le x qui est ici, de i moins j. Donc ici, i vaut j. Donc je vais avoir tout simplement 2 moins 2, plus 1
Donc 2 moins 2, 0, plus 1, c'est x de 1. Donc ça me permet d'obtenir le x de 0 qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je calcule num, qui est donc ce numérateur, et je le divise par quoi? Par x indice 1 moins x indice 0, c'est-à-dire que je reprends ce x qui est là, moins ce x qui est là. X de i moins x de i moins j plus 1. Donc en fait, cette ligne-là, TI de J, elle actualise à chaque fois la case du tableau qui sera repris plus tard dans l'itération d'après pour le nouveau calcul. Exactement. Exactement. Puisque après, je fais référence à, je reviens à chaque fois sur une colonne et je reviens sur la ligne et une colonne. Ok, c'est compris. J'ai compris aussi. Merci. Tout est clair? Oui, voilà. Merci. Alors, est-ce que je peux vous laisser continuer l'exercice tout seul? Et on le corrige la fois prochaine. Ok. Vous pouvez nous les envoyer, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais vous envoyer aujourd'hui, je vais vous envoyer tout le chapitre 4. Parfait, merci. Monsieur, Oui, vous pouvez m'envoyer le code de MATLAB qu'on a fait pour la fonction f de x est égal x sinus x. qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie? Monsieur, le codage qu'on a fait pour tracer, tracer la courbe de x fois sinus de x. Mais notez-le, il est là. Bah oui, monsieur. Ah, d'accord, merci, monsieur. On a défini x. Ça, c'est bon? C'est bon, monsieur, c'est bon. Après, on a fait plot x de x point multiplié sinus x. Après, j'ai défini les points d'interpolation et je les ai affichés. Oui, monsieur, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez qu'on termine, est-ce que vous voulez qu'on on termine ça par… donc là, ça, c'est notre courbe. Et cette courbe-là, on va l'approximer par un polynôme de degré 2, donc qui passe par les points qu'on a spécifiés dans grand X et dans Y. On va terminer ça avant de terminer le cours. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'interpole Lagrange. Donc, je vais faire un Holden. Et je vais faire un plot de x, virgule, interpole Lagrange. De quoi? Chercher des croissants et tout. Moi, Le t'en achète à petit. chaque fois. Pas grand. T'es sur le deval. Hein? T'es sur Non, le mais deval des j'aimerais croissants. Il n'y a rien à manger à chaque fois. S'il vous plaît, vous éteignez votre micro. Voilà. Donc voilà, en fin de compte, le polynôme. Alors, le polynôme, le troisième point, comment se fait-il que je ne vois pas le troisième point? Alors, je vais enlever ça. Voilà. Donc, je vais réafficher la courbe. Voilà. Je vais réafficher les points de colocation. Donc, voilà. Et je vais afficher le polynôme d'interpolation de degré 2. Voilà. Donc, ça veut dire que on avait cette courbe-ci. Vous avez construit ce polynôme-là
avec la méthode d'Aitken, et c'est l'intégrale de ce polynôme qui va permettre d'approximer l'intégrale de cette courbe. Voilà la suite de l'exercice. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut terminer le cours? C'est bon, c'est clair pour moi. C'est bon? C'est bon? Bon, ben, écoutez, si c'est clair pour vous. Oui, monsieur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel après-midi et on se donne rendez-vous. Déjà, on se donne rendez-vous. Si vous avez encore des points que vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un mail et puis on peut faire une visioconf de courte durée pour clarifier certains points. OK? Si j'ai peut-être une question. Alors, bon appétit. Monsieur, j'ai une question. Oui, pardon. Au revoir, monsieur. Oui, je vous écoute. Ça concerne plus les méthodes de travail. Vous disiez qu'il n'était pas forcément nécessaire d'apprendre des formules par cœur. Au niveau du travail de la matière, comment est-ce qu'on peut travailler ça? On refait surtout les applications et les exercices. Au niveau du cours, qu'est-ce qu'on apprend pas? Alors, à apprendre, il n'y a rien. Il n'y a rien à apprendre. En maths, généralement, on n'apprend rien. Il n'y a rien à apprendre. En maths, on apprend à comprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois être capable de faire jusqu'au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je dois être capable de trouver le zéro d'une fonction. Je dois être capable de construire un polynôme d'interpolation. Je dois être capable de comprendre un script codé en langage MATLAB et je dois être capable d'écrire une fonction qui permet d'implémenter un algorithme. Voilà ce que je dois être capable de faire au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit être capable de reproduire ces algorithmes ou pas? Non. Vous devez être capable de les comprendre. Et vous devez être capable, par exemple, si je vous dis, voilà, j'ai tout simplement, j'ai une fonction f de x égale à quelque chose, je veux que vous m'écriviez cette fonction-là sous forme de langage MATLAB, parce qu'elle fait un certain traitement particulier. D'accord? Je veux que vous soyez capable de retranscrire une formule mathématique en informatique. Ça marche, bien reçu. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur, j'ai une question. Oui, je vous écoute. En termes de complexité, c'est quelle méthode qu'on va privilégier, celle-là ou celle de Lagrange? Alors, comme je vous l'ai dit, celle-là, la méthode d'Aitken est utile quand, par exemple, on a des échantillons qui arrivent au fur et à mesure du temps. Et on n'a pas besoin de refaire tous les calculs. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Ça veut dire que si je suis sur un système en temps réel qui doit prendre en compte des échantillons qui arrivent, il est préférable d'implémenter la méthode d'Einstein plutôt que la méthode classique. Ouais, je vois. Ok. Mais ce que je voulais dire aussi, monsieur, parfois je cherche des exercices sur, notamment ce qu'on a fait sur Lagrange, je cherche des exercices parfois, mais je n'arrive pas à trouver. Est-ce que vous avez un lien par hasard où on pourrait s'exercer de manière plus récurrente? Moi, honnêtement, j'ai pas de. Je sais que sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de ressources. Vous pouvez trouver des exercices, vous pouvez trouver plein de choses, mais personnellement, les exercices que moi je vous donne, c'est un peu des exercices que moi j'imagine. Donc, je ne les prends pas dans les mains. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Mais on n'a pas eu l'occasion de se voir, mais au fait, moi, ma première mission quand je vous ai en première année, c'est d'abord de casser votre habitude de travail, celle qui consiste à bachoter, c'est-à-dire à refaire des exercices. Ça, je trouve que c'est une très, très mauvaise méthode. Voilà, ça s'appelle le bachotage, c'est-à-dire le mimétisme, c'est-à-dire
je refais des exos et je refais le même et encore un autre, il est sur la même forme et c'est les mêmes questions. Ça, je trouve ça, mais d'une bêtise, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'accord? C'est pas ce qu'il faut faire en maths. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec vous, monsieur. Voilà. D'accord Je avec trouve vous. que c'est une méthode qui, comment vous dire, les maths, c'est pas de l'histoire géo. Ouais, faut pas faire des exercices pour faire des exercices, quoi. Voilà, vous avez tout compris. Non. C'est exactement ça. Il ne faut pas faire des exos pour faire des exos. Il faut faire des exos pour comprendre ce que je fais. Ok. Et une dernière question, monsieur, mais cette fois-ci par rapport au TIPE. Vous avez dit qu'on aura un prof, un encadrant pour la spécialité du projet scientifique. On peut se renseigner auprès de qui exactement? On peut se renseigner auprès de qui, j'imagine. Mais c'est moi qui vais vous dire quel va être votre encadrant. Enfin, un professeur, quoi. Oui, je vais vous donner son nom, son prénom et son mail. Ok. Mais j'attends la fin de la semaine là pour voir si j'ai collecté tous les formulaires. Ok. Voilà. Donc, si vous avez des camarades qui traînent encore, ben dites-leur que voilà, il va falloir le faire, sinon ils vont se prendre des pénalités. Si on est seul à voter sur un projet, il n'y aura pas de pénalité. Pardon? Si on est seul à voter sur un projet, il y aura plus de pénalité. Ben, si vous êtes seul, est-ce que vous avez déjà rempli votre fiche ou pas? Oui, Ah ben c'est bon, donc il n'y a pas de pénalité. d'accord, ça marche. Voilà. C'est bon? Vous n'avez plus de questions? Non, c'est bon, monsieur. Bon, pour moi aussi. Ok. Bon, ben alors, ben, je vous dis à la prochaine alors. Bon courage, monsieur. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.